Bonjour à toi. Bonjour. Donc c'est à ton tour, Étienne, d'aborder ce que tu as appelé l'exode de nos frères syriens. Mesdames, Messieurs, membres du jury, notre histoire est celle de Rami, un jeune Syrien de 17 ans qui, comme de nombreux autres, fuit la guerre qui frappe son pays. Rami nous raconte son périple, sa traversée vers la Grèce. Il nous parle de ceux qui s'enrichissent du malheur et de la misère du monde, ceux qui lui ont pris son argent contre de l'espoir, un faux espoir. Il nous raconte comment, parqué dans une minuscule barque, avec 20 autres camarades d'exil, la peur l'a maintenu en vie. Les coups, l'eau et l'essence qui rongent la peau, la faim, le manque d'hygiène. Il nous dit qu'à son arrivée en Europe, là où devait commencer une vie plus heureuse, il n'y trouva que d'autres malheurs. Les murs, les clôtures et les barbelés. Puis comment, dans des conditions terribles, il fut déporté en Serbie. Il y est toujours. Il y survit. Le seul bien qui lui reste est un téléphone portable. C'est tout. Tout ce qu'il possède pour prendre des nouvelles de sa mère restée en Syrie. Il nous dévoile sa peur lorsque le téléphone ne répond pas et sa joie lorsqu'il entend les mots réconfortants d'une mère. Il espère un jour pouvoir rejoindre l'Allemagne. Des Rami, il en existe des milliers, des millions. Plus de 4 millions de Syriens ont fui leur pays depuis le début de cette crise humanitaire. La moitié d'entre eux restent bloqués aux frontières des pays voisins de la Syrie. Et combien sont morts sur la route de l'Europe? Vous souvenez-vous du petit Elan, ce petit Syrien de 2 ans, mort sur une plage turque? Son image avait pourtant pétrifié le monde. Mais qui s'en souvient? Qui s'indigne encore? Qui? Cela fait maintenant 5 ans que la guerre civile frappe la Syrie de l'inflexible Bachar el-Assad. À tout cela s'est ajoutée la lutte de la coalition contre le groupe État islamique. Et parmi toutes ces forces militaires, il y a les civils, premières victimes des enjeux de la guerre moderne. Imaginez, mesdames, messieurs, la pire des situations pour un être humain. Vous devez tout quitter, votre famille, votre maison, votre pays. Et pourquoi? Parce qu'il ne reste plus rien. Rien. Ou si, il subsiste un espoir, celui de continuer à vivre dans un autre pays, un pays en paix, et la paix est chez nous. Et nous, Européens, Français, nous barrons la route de ces pauvres gens qui nous demandent asile. Nous leur barrons la route avec nos murs, nos frontières, mais aussi avec une certaine xénophobie. Ils ont peur de nos murs, si désespérés qu'ils risquent leur vie. Et certains d'entre eux expirent leur dernier souffle dans ce voyage. En 2016, 3 900 personnes sont mortes en Méditerranée. Tel est le prix de l'asile. Ce droit d'asile si cher est pourtant garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Où est-il ce droit d'asile quand on sait combien de réfugiés sont refoulés aux frontières de la France? En 2015, 35 000 demandeurs d'asile ont été reconduits à la frontière. N'ont-ils pas le droit de vivre? Chaque homme et chaque femme ont droit à l'asile chez ceux qui ne vivent pas dans la peur des bruits sourds du mortier. Ils ont le droit à l'asile chez ceux qui ne connaissent pas les arrestations, les tortures, les exécutions publiques. Ils ont le droit de vivre en paix, et la paix est chez nous. Ils ont le droit à notre protection. J'ajoute que les conditions de leur accueil doivent être tolérables, dignes. Vous les avez vus, mesdames, messieurs, les camps, les bidonvilles, les jungles à Calais, à Paris, et il y en a tant d'autres. Vous avez vu la tristesse de ces lieux. Encore une fois, les réfugiés n'y trouvent que la faim, le froid,
le manque d'hygiène. C'est ça la France? Le pays des droits de l'homme? Nous devons les prendre en charge, tous, dans des centres humanitaires tels que celui récemment mis en place à Paris, bien sûr. Dans de bonnes conditions, ils doivent recevoir notre protection, notre hospitalité et notre encouragement. De l'encouragement, oui, il faut les rassurer, intégrer ceux qui le désirent. Ils sont riches de culture, riches de savoir, riches de vie. Redynamisons notre pays. Cela est possible. Demandez donc aux habitants du village de Rias en Italie. Ce village était fui par ses habitants jusqu'au jour où 500 Kurdes sont arrivés, se sont intégrés. Et aujourd'hui, le village revit. Ceux qui ont fui sont ceux qui en ont eu les moyens. Des médecins, des ingénieurs, des cadres, des artisans. Oui, il faut intégrer ceux qui le souhaitent, accompagner les autres. Sinon, il y aura d'autres jungles et toujours plus de souffrances. Ces hommes, ces femmes ne sont pas des animaux. Environ 6 000 réfugiés, dont plus d'1 millier de mineurs, ont été pris en charge dans le démantèlement de la jungle de Calais. Ils ont été répartis dans toute la France, dans des centres d'accueil et d'orientation ou dans des foyers pour mineurs comme ceux de France Terre d'Asile à Saint-Omer, par exemple. Enfin, les enfants vont pouvoir vivre correctement et recevoir une éducation, comme le prévoit l'article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mais une question persiste. La jungle de Calais a-t-elle vraiment disparu? Non, on le voit bien. Certains réfugiés sont restés, d'autres viendront. Les accords du Touquet doivent être renégociés sur la question du droit d'asile. Mais enfin, il faut terminer sur une note de paix et de tolérance. Ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance, comme l'affirmait Victor Hugo dans son discours pour Voltaire. À ceux qui parmi nous penseraient qu'il s'agit d'une invasion migratoire, il n'en est rien. On compte 77 000 demandeurs d'asile pour l'année 2015. La France est un pays européen qui accueille le moins de réfugiés. La France a aussi déjà connu par le passé des vagues migratoires beaucoup plus importantes. Les Espagnols, 1 demi-million pendant la guerre civile espagnole. Les Polonais, 500 000, lorsqu'au début du XXe siècle, ils venaient travailler en France alors que leur pays était pillé. Les Italiens, 800 000. La France est-elle morte pour autant? A-t-elle succombé? Souvenons-nous aussi qu'à une époque, ce sont nos mères, nos pères, nos grands-mères, nos grands-pères, ma grand-mère, qui ont pris la route de l'exil, eux aussi civils impuissants face à la fureur de la guerre. Pour comprendre, demandons-leur quelle est la souffrance de quitter son chez-soi. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Nous sommes frères des Syriens, des frères d'Exode. La France est engagée à accueillir 30 000 réfugiés supplémentaires cette année. Nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Saint-Exupéry l'a dit, une démocratie doit être une fraternité, sinon c'est une imposture. Alors, mesdames, messieurs, préservons notre démocratie, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, ouvrons notre patrie à nos frères syriens. Je vous remercie.